Une hôtesse de l'air a marché sur les doigts d'un bébé noir en plein vol, ignorant que des caméras filmaient sous 3 angles différents cet instant brutal. Rejoignez notre chaîne et abonnez-vous, car seuls ceux qui pensent qu'aucun bébé noir ne devrait subir une telle cruauté le feront avant que cette histoire ne commence. Il faut le faire taire. La voix était basse et aiguë, coupant le bourdonnement des conversations oiseuses et le léger bruissement des passagers à l'embarquement comme une brise fraîche pénétrant dans une pièce chaude. Darius Miles leva les yeux, surpris non seulement par les mots, mais aussi par la façon dont ils étaient formulés, comme un avertissement déguisé en demande. Il croisa le regard dur et plissé de l'hôtesse de l'air qui se tenait devant lui, un homme d'une quarantaine d'années aux cheveux grisonnants soigneusement peignés, à la mâchoire saillante et à l'uniforme impeccable qui, d'une manière ou d'une autre, ne parvenait pas à cacher l'impatience gravée dans ses traits. La plaque en laiton indiquait « Vince Arrow ». Darius remua légèrement sur son siège, sa main faisant rebondir doucement la petite silhouette sur ses genoux. Caleb, à peine âgé de 10 mois, avait commencé à s'agiter. Pas des cris, pas des gémissements, juste l'agitation gémissante d'un bébé privé de sommeil, privé de réconfort, et maintenant entouré des odeurs et des bruits inconnus d'une cabine d'avion. Enveloppé dans une couverture jaune, les petits doigts de Caleb agrippaient le pouce de Darius comme une bouée de sauvetage. « Ce n'est qu'un bébé », dit calmement Darius, baissant la voix pour contenir la tension. « Je ferai de mon mieux. » Vince ne répondit pas. Pas verbalement. Ses yeux se posèrent sur la couverture de Caleb, puis sur la petite main du bébé posée sur l'accoudoir. Il fixa l'avion plus longtemps que nécessaire. Ce n'était pas un regard, c'était un inventaire. Un silence pesant dans l'espace qui les séparait. Darius remarqua. Il ne réagit pas, mais il remarqua. Vince brisa finalement le silence d'un simple clignement des yeux, puis continua son chemin sans un mot, poussant son chariot de service comme si l'interruption n'avait jamais eu lieu. Mais le malaise persista. Il persista, s'enroulant dans l'esprit de Darius comme une fumée sans source. L'avion n'avait pas encore décollé. Une vérification mécanique avait causé un retard de 30, peut-être 40 minutes. Les passagers commençaient à s'impatienter. Des soupirs s'échappèrent des rangs comme des dominos qui tombent. Un homme, quelques sièges plus loin, grommela d'avoir manqué une réunion. Un autre tapota sa montre et vérifia l'état du vol sur son téléphone. Mais rien de tout cela n'avait d'importance pour Darius à ce moment-là. Tout ce qui l'intéressait, c'était le garçon dans ses bras. Il ajusta la couverture de Caleb, le redressant doucement pour tenter d'apaiser son agitation grandissante. Les joues de son neveu étaient rouges, sa lèvre inférieure tremblait. Darius murmura doucement, à peine audible. « Chut, ça va. Je suis là, petit homme. » Il était fatigué. Pas seulement à cause de la longue nuit passée à Arkandal Général, mais aussi à cause du poids de ce voyage. Moins de 12 heures auparavant, Darius avait été retiré d'une réunion d'ingénierie système par un appel qui avait tout changé. Son jeune frère, Marcus, s'était effondré, suite à une complication pancréatique. Insensible. Stable pour l'instant, mais le pronostic était incertain. La mère du bébé n'était pas là. Restate Darius. Juste Darius. Il n'avait pas hésité. Il avait pris les urgences en charge, avait rempli un sac de survie avec les affaires essentielles de Caleb et avait réservé le premier vol pour Northbridge, où se trouvaient les spécialistes de son frère. Depuis, chaque instant avait été un tourbillon de mouvements, de responsabilités et d'anxiété silencieuse. Et maintenant, ça. L'air dans la cabine s'alourdissait, non pas de chaleur, mais de quelque chose de moins tangible. De l'inconfort. De l'impatience. Peut-être était-ce simplement la nervosité de Darius, ou peut-être la façon dont le regard de Vince le fixait encore, même lorsque l'homme n'était pas là. Il n'en était pas sûr. Mais il le sentait. Comme une ondulation sous la surface. Du coin de l'œil, Darius remarqua un jeune garçon, peut-être 13 ans, assis 2 rangées en arrière, de l'autre côté. Il tenait un téléphone, à moitié caché derrière le siège devant lui, son appareil photo tourné vers l'allée. Au début, Darius crut qu'il jouait, mais il vit ensuite le garçon se déplacer légèrement, ajustant l'angle. Pas de l'écran, mais de l'objectif. Enregistrement. Darius détourna rapidement le regard. Ce n'était pas son affaire. Pas encore. Les lumières de la cabine vacillèrent une fois, puis s'atténuèrent pour laisser place à une douce lueur ambiante. Le commandant de bord prit la parole par l'interphone, d'une voix à la fois désolée et ferme.
Mesdames et messieurs, nous attendons toujours l'autorisation de la maintenance. Nous vous remercions de votre patience et vous tiendrons informés dès que nous serons prêts à décoller. Une vague de gémissements parcourut la cabine. Un homme referma son plateau d'un coup sec, frustré. Un autre marmonna quelque chose à propos de son incompétence. Caleb se mit à pleurer. Plus fort cette fois. Le son résonna dans la cabine comme un signal, attirant regards et froncements de sourcils des passagers à proximité. Darius se redressa légèrement, berçant le bébé dans ses bras et murmurant doucement « Tout va bien, Caleb. On décolle bientôt. » Mais le malaise du bébé ne fut pas si facile à apaiser. Il se tortilla, ses petits membres s'agitant tandis que ses cris s'intensifiaient. Darius prit un biberon, dévissa le bouchon et le lui tendit. Caleb le prit brièvement, puis le repoussa. De l'autre côté de l'allée, un homme en veste marron poussa un soupir audible. C'est alors que Vince revint. Cette fois, ses pas étaient plus lourds. Resolute. Il s'arrêta près de la rangée de Darius, les bras croisés, et baissa la voix, non par discrétion, mais par intimidation. « Il faut le faire taire », répéta-t-il. Les mots étaient sans relief. Aucune inquiétude. Aucune empathie. Juste de l'autorité. Darius leva les yeux, surpris. « C'est un bébé », répéta-t-il, cette fois avec plus de poids. Il ne pique pas une colère. Il est contrarié. Je comprends, répondit cement Vince. Mais son ton trahissait sa déclaration. Il ne comprenait pas. Ou pire, il s'en fichait. Il reporta son regard sur la main du bébé, qui reposait à nouveau sur l'accoudoir, petite, rose, inconsciente. Pendant un instant, personne ne parla. Seul le bourdonnement ambiant des systèmes de l'avion et les pleurs de Caleb emplissaient le silence. Vince ne broncha pas. Il ne proposa pas son aide. Il se contenta de fixer du regard. Et Darius, bien que calme en apparence, sentit un frisson le gagner. Il savait déchiffrer les gens. Il travaillait avec les systèmes, la logique, le comportement humain en schéma. Mais là, c'était différent. Ce n'était pas du stress ou de la fatigue professionnelle. C'était personnel. Une tension qui semblait répétée. Pray for me. Vince fixa le sol un instant, puis se retourna et s'éloigna. Sans un mot de plus. Sans un regard en arrière. Les pleurs du bébé s'adoucirent en de petits gémissements saccadés tandis que Darius se rasseyait et le repositionnait doucement. Mais le dommage n'était pas pour Caleb. C'était pour le silence. L'ambiance. L'atmosphère qui les entourait. Et Darius savait, avec une certitude croissante, que ce vol ne se déroulerait pas sans incident. Ce regard resterait dans les mémoires longtemps après l'atterrissage. Au moment où la chaussure de Vince retomba, le temps se fracassa. Un craquement lourd et étouffé retentit sous le chariot à boisson en métal lorsque la chaussure de travail noire et cirée de Vince atterrit sur quelque chose de mou, de fragile. Un battement de cœur plus tard, la cabine résonna d'un son qui interrompait chaque conversation, chaque froissement de journal ou chaque cliquetis de ceinture, le cri d'un bébé. I go. To Kyrant. Brusque. Darius baissa les yeux instantanément. Le cri ne venait pas de nulle part, il venait juste devant lui. Caleb, halta-t-il en poussant la tablette et en se précipitant en avant. Là, tordue entre ses pieds et le bas du siège, gisait la petite main de Caleb, écrasée sous le poids de Vince. Le sang coulait déjà sur la couverture jaune comme de l'encre se répandant dans l'eau. Les doigts du bébé tressaillirent, puis se raidirent, se plièrent à des angles inhabituels. Le cri ne s'arrêta pas, il devint de plus en plus fort, de plus en plus frénétique. « Que as-tu fait » aboya Darius, la voix pleine d'incrédulité tandis qu'il tirait le bébé dans ses bras. Vince recula d'un demi-pas, les yeux écarquillés, non pas par l'horreur, mais par la surprise. Il cligna des yeux 2 fois, puis jeta un coup d'œil à la couverture avec une curiosité passive. Lorsqu'il parla, sa voix était froide et sèche. Il n'aurait pas dû être par terre. Darius se Figia. L'absurdité des mots le stupéfia presque. C'est un bébé. Tu lui as écrasé la main. Il serra fort Caleb, le berçant, sentant la pulsation brûlante de la panique du bébé contre sa poitrine. Du sang maculait son bras, imprégnant le tissu de son polo bleu cobalt. Les cris de l'enfant résonnèrent comme une sirène, attirant l'attention de tous les passagers à portée de voix. Les têtes se tournèrent. Les conversations cessèrent.
Quelque part au loin, les roues du chariot à boisson grincèrent tandis qu'il se désalignait légèrement, oublié. « Je ne l'ai pas vu », dit Vince sur la défensive, les paumes levées. C'était un accident. Mais même en parlant, son ton manquait d'urgence. Aucune inquiétude. Aucune excuse. Juste une irritation sourde. Son regard parcourut la cabine, soudain conscient de l'attention portée sur lui. Un garçon de l'autre côté de l'allée, 14, peut-être 15 ans, remua sur son siège. Il s'appelait Jallan, mais personne ne le savait encore. Sans un mot, il inclina son téléphone juste assez pour immortaliser la scène, son pouce survolant l'écran avant d'appuyer sur « Enregistrer ». Ses mains étaient fermes. Son visage était pâle. Rangé devant, un passager de première classe qui, lassé par le retard, avait suivi le vol en direct, continuait de diffuser, murmurant désormais « Oh mon Dieu » en zoomant. Et au-dessus d'eux, niché dans un panneau ventilé près de l'éclairage de secours, une caméra de l'équipage tournait silencieusement. Une petite diode verte clignotait sans interruption, surveillant, enregistrant, préservant tout. Darius se fichait des caméras, pas encore. Son attention était fixée sur le bébé dans ses bras, qui se tordait de douleur. La petite poitrine de Caleb se soulevait par à-coups inégaux entre deux cris. Ses yeux, écarquillés de confusion et d'agonie, se fixèrent sur ceux de Darius. C'était un regard de pure confiance, mêlé de terreur. « À l'aide !» cria Darius, sans s'adresser à personne en particulier, espérant qu'un médecin ou un membre d'équipage censé répondrait. Mais Vince restait planté près du chariot, le visage figé, la mâchoire serrée. Son regard se porta vers la cuisine, où un autre membre du personnel avait disparu quelques minutes auparavant. « Tu lui as marché sur la main » répéta Darius, plus bas cette fois, mais non moins énergiquement. « Tu l'as vu, et tu lui as marché sur la main. » Vince plissa les yeux. « J'ai dit que c'était un accident. Tu n'aurais pas dû le laisser ramper dans l'allée. » L'accusation résonna comme une gifle. Darius resserra son étreinte sur Caleb. Il avait envie de crier. Il voulait faire quelque chose d'imprudent. Mais quelque chose en lui, quelque chose de plus froid, de plus tranchant, prit le dessus. Il prit une grande inspiration. Se controla. Les passagers chuchotaient maintenant. Leur voix était étouffée, pressante. Il vient vraiment de dire ça? Il a marché sur ce gamin exprès. Quelqu'un ferait mieux d'enregistrer ça. Jallan continua de filmer, le pouce toujours appuyé sur le côté du téléphone, capturant chaque mot. Une détermination silencieuse durcit sa mâchoire. « Monsieur, il nous faut de la gaz », cria Darius, s'efforçant de garder son calme tandis que Caleb gémissait et hoquetait contre lui. « Maintenant !» Vince ne bougea pas. Son corps resta raide. Ses bras restèrent près de lui, comme s'il hésitait entre reculer et se défendre. Et c'est alors que quelque chose de subtil, d'inquiétant, se déplaça dans la cabine. Darius le sentit en premier, la tension qui lui remontait le long de la colonne vertébrale comme de l'électricité statique. Le sang du bébé sur son bras. L'indifférence froide dans le regard de Vince. La façon dont les passagers environnants étaient devenus un public, certains le fixant avec une horreur glaciale, d'autres pointant déjà leur téléphone. Il savait que ce n'était plus un instant. C'était une preuve. Ça ne va pas disparaître, dit Darius à voix haute, surtout pour lui-même, mais suffisamment fort pour que Vince l'entende. Vince leva les yeux au ciel, marmonnant quelque chose d'inaudible. Darius le fixa, sans crier, sans élever la voix. Le feu dans ses yeux était maintenant concentré, fixé sur une cible. Ses bras protégeaient Caleb, se balançant doucement. Mais la chaleur dans sa poitrine s'était transformée en résolution. Vince se tortilla, mal à l'aise. Le chariot de boisson était immobile à côté de lui. Les roues grincèrent de nouveau lorsque l'avion heurta de légères turbulences. Aucun des deux hommes ne bougea. Le silence se prolongea jusqu'à ce que Caleb gémisse à nouveau, plus bas maintenant, épuisé. De l'autre côté de l'allée, le téléphone de Jallan enregistrait chaque seconde. En première classe, le streaming continuait d'attirer les spectateurs. Et d'en haut, la caméra du plafond clignotait en rythme, enregistrant chaque respiration, chaque mouvement, chaque mot. Vince n'imaginait pas que les dégâts qu'il venait de causer iraient bien au-delà de doigts cassés. Le cri du bébé déchira l'air comme une sirène, aiguë et désespérée,
faisant taire le bourdonnement discret des conversations et le vrombissement lointain des moteurs. Darius Miles n'entendit rien d'autre, juste ce son unique qui résonnait à ses oreilles tandis qu'il regardait le sol entre ses jambes. Caleb gémissait, son petit visage crispé par la douleur, et le cœur de Darius se serra à la vue du rouge cramoisi qui commençait à suinter à travers la douce couverture jaune enroulée autour de la main de l'enfant. Il prit Caleb dans ses bras, l'attirant contre lui, mais le mal était fait. Du sang maculait les doigts du bébé et coulait maintenant sur l'avant-bras de Darius, imprégnant le revers de son polo bleu cobalt. Les cris du bambin s'amplifiaient à chaque seconde qui passait, rauques et incessants, comme si sa voix seule pouvait arrêter le temps. Darius se leva, les yeux flamboyants, et cria par-dessus le brouhaha grandissant. « Y a-t-il une trousse de premiers soins ? Mon neveu a la main cassée. » La cabine avait basculé, toutes les têtes se tournaient. Les passagers se penchaient hors de leur siège. Certains haletaient. D'autres cherchaient leur téléphone. Mais Vince Arrow, l'hôtesse de l'air responsable, ne se précipita pas. Il n'avait même pas l'air choqué. Au lieu de cela, il s'attarda 2 rangs plus loin, raide et pâle, comme s'il espérait que l'incident disparaisse. Darius s'avança dans l'allée, tenant Caleb d'un bras et gesticulant frénétiquement de l'autre. « Trousse médicale » aboya-t-il de nouveau, la voix maintenant brisée par l'urgence. Vince se retourna, le visage rouge et les sourcils froncés, murmurant « Je vais appeler des renforts ». Avant qu'il puisse faire un pas de plus, une autre silhouette apparut. Ezra, un jeune agent de bord d'une vingtaine d'années, se précipita dans l'allée. Ses yeux sombres et pensifs, sa silhouette dégingandée, trahissaient à la fois son inexpérience et sa compassion. Il tenait dans ses mains une petite trousse de pansements rouges, visiblement sortie de la cabine arrière. Ezra s'agenouilla près de Darius et posa délicatement la trousse. Son regard se fixa sur la main de Caleb. « Son baisi sevida. » Monsieur. Murmura Ezra, la voix nouée. « Je crois qu'il faut atterrir. » Les mots frappèrent la cabine comme un coup de tonnerre. Vince, debout près de la cuisine, se retourna brusquement. « Ce n'est pas à vous de décider, » lança-t-il d'un ton sec et défensif, mais sa voix tremblait légèrement. Ezra ne broncha pas. Il leva les yeux vers Darius, puis vers les autres passagers qui l'observaient maintenant avec des yeux anxieux. Sa mâchoire se crispa. « Nous avons un enfant avec plusieurs doigts cassés et des saignements abondants. C'est une raison pour changer d'avis. » L'instant semblait suspendu. La voix d'Ezra était basse mais ferme, et ne laissait aucune place au débat. Dans le cockpit, le pilote reçut l'alerte. Quelques mots brefs furent échangés entre les membres de l'équipage, et le copilote relaya l'incident au contrôle aérien. Bien que les passagers n'entendissent pas ce qui se dit derrière cette porte verrouillée, un malaise parcourut la cabine. Même le ronronnement des moteurs semblait maintenant plus fort, menaçant. Pendant ce temps, Darius s'agenouilla près d'Ezra, serrant Caleb plus fort. Les sanglots du bébé s'étaient mués en gémissements douloureux, mais sa petite main était enflée et saignait, ses doigts pliés comme il n'aurait jamais dû le faire. Darius avait le souffle coupé, non pas par la peur, mais par la rage. Il leva les yeux vers Vince, dont le regard allait d'un passager à l'autre, évitant complètement Darius. « Tu as fait exprès » dit Darius d'une voix basse et tranchante. Vince Ricana, mais any nia pas. Prouve-le, répondit-il en croisant les bras comme pour le mettre au défi. Et c'est à ce moment-là que toute la cabine sembla retenir son souffle. Darius fouilla calmement dans son bagage à main, glissé sous son siège quelques minutes plus tôt. D'un geste fluide, il en sortit un élégant étui en cuir noir. Il s'ouvrit dans ses mains avec un clic précis. À l'intérieur, un badge brillait dans la lumière du plafond. Ezra se pencha légèrement en arrière, les yeux écarquillés en lisant les lettres. Division de surveillance des transports des États-Unis. Vince Esimobilisa. Le sang quitta son visage. Darius se redressa complètement, tenant Caleb d'un bras et l'étui ouvert de l'autre. Sa voix ne tremblait plus. Elle était maîtrisée. Mesurée. Finale. Vous venez de rater le mauvais vol, dit-il en croisant le regard de Vince. Et tout est enregistré. Le pied de Vince était descendu. Le cri de Caleb avait transpercé la cabine. Et voilà que, quelques instants plus tard, la cabine du vol 227 vibrait d'une confusion silencieuse, de regards inquiets et d'une compréhension tacite que quelque chose de terrible s'était produit. La voix du pilote résonna dans le système de navigation,
ferme mais pressante. Mesdames et messieurs, ici votre commandant de bord. Nous effectuons une descente d'urgence vers l'aéroport régional de Briarfield. Atterrissage prévu dans 27 minutes. Veuillez rester calme et assis. L'annonce tomba comme une pierre dans le creux de l'estomac de chacun. Les ceintures de sécurité cliquetèrent. Les têtes se tournèrent. Le silence ne concernait pas seulement les turbulences, mais les cris du petit garçon qui s'était soudainement arrêté, remplacés par des gémissements sourds étouffés par une couverture tachée de sang. Darius resserra son étreinte autour de Caleb, qui tremblait dans ses bras. La petite main du bébé, autrefois enroulée autour de l'accoudoir, reposait maintenant mollement contre la poitrine de son oncle, enveloppée à la hâte dans de la gaze et une serviette. La couverture, autrefois d'un jaune doux et plein d'espoir, était tachée d'un rouge cramoisi profond. Darius se pencha et murmura d'une voix basse mais ferme. « Tout ira bien. Je te le promets. Tonton est là. » De l'autre côté de la cabine, Vince se tenait figé près du chariot à boissons, les mains légèrement tremblantes. Ses lèvres remuaient, murmurant pour lui-même, comme s'il répétait une réplique qu'il espérait voir crue. « Je ne l'ai pas vu, était par terre, c'était pas ma faute. » Darius ne le quitta pas des yeux. Ezra, le plus jeune des hôtesses de l'air, s'avança enfin d'un pas décidé. Il tendit une serviette propre à Darius et s'agenouilla près du siège pour l'aider à maintenir les bandages. Ses mains étaient douces, mais son regard exprimait maintenant quelque chose de plus profond. Du dégoût, de la confusion, peut-être même de la peur. « Je suis vraiment désolé, monsieur, » dit Ezra doucement en pressant la serviette dans la main de Darius. « Je pense que vous avez plus besoin de ça que de la gaze. » Darius la prit avec un léger hochement de tête en guise de remerciement, mais garda le regard fixé sur Vince. « Vous l'avez vu » dit-il d'un ton neutre. Ezra marqua une pause, hésitant. L'air entre eux sembla se resserrer. « Oui » dit-il finalement. « Je l'ai vu. Il a marché sur la main de l'enfant. Il n'a pas baissé les yeux. Il n'a même pas vérifié. » Vince se déplaqua. Sa tête se tourna brusquement vers eux. « Ce n'est pas vrai » aboya-t-il, plus fort qu'il ne l'aurait voulu. Il était par terre, qu'étais-je censé faire? Trébucher sur lui? Tu n'as pas trébuché, répondit Ezra d'une voix plus assurée. Tu n'as même pas ralenti. Les passagers à proximité se penchaient dans l'allée, le visage pâle, les yeux plissés. Certains avaient commencé à enregistrer. D'autres fixaient simplement la cabine, incrédules. Le regard de Vince parcourut la cabine. Son visage devint rouge vif, non pas de culpabilité, mais sous le poids soudain d'être observé. Il recula d'un pas, se retirant vers le galéi tandis que des murmures se propageaient derrière lui comme une vague montante. Mais ce que Vince ignorait, ce qui deviendrait plus tard le détail le plus accablant de tout l'incident, se déroulait déjà au-dessus de la cabine. Dans le cockpit, le copilote avait discrètement connecté le système de caméra interne de l'avion. Protocole habituellement réservé aux menaces aériennes ou aux urgences médicales, le flux de l'équipage pouvait être surveillé en temps réel dans des conditions strictes. Et cette situation répondait à toutes les attentes. « Commandant » dit le copilote à voix basse. « La caméra 3 confirme la blessure. Je transmets les images aux opérations. »« Compris » répondit le capitaine, le regard fixé droit devant. « Gardez la ligne ouverte. Le sol nous attend. » Pendant ce temps, dans la cabine, l'atmosphère était tendue et immobile. Darius était assis, raide, la mâchoire serrée, une main tenant Caleb, l'autre serrant la serviette. Il n'était pas en colère comme la plupart des hommes. Sa rage était froide. Maîtrisée. Enfouie. Le genre de fureur qui brûle sans chaleur, se déplaçant sous la surface comme la pression derrière un barrage. Caleb laissa échapper un léger gémissement, et Darius baissa rapidement les yeux, effleurant la joue du garçon du revers de la main. « Tu es fort » murmura-t-il. « Tiens bon. » Il sentait aussi les regards braqués sur lui. Pas seulement ceux des passagers, mais aussi ceux de Vince, qui s'était retiré dans la cuisine, feignant de s'occuper à réapprovisionner des plateaux dont personne n'avait besoin. Sa posture était rigide. Sur la défensive. Mais derrière tout cela, il y avait autre chose, la peur. Ezra se tenait à quelques pas, observant les deux hommes. Puis il parla, doucement, mais suffisamment fort pour que la rangée derrière eux l'entende. « Vous n'avez même pas essayé de vous excuser. » Vince se figea.
Les mots flottèrent dans l'air comme de la fumée, se propageant lentement dans la cabine. Les passagers ne parlaient plus. Ils écoutaient. Vince se retourna, scrutant l'allée du regard à la recherche d'un soutien qu'il ne trouverait pas. Sa voix se nouait dans sa gorge. C'était un malentendu. Ezra ne sia pas. Vous avez marché sur la main de ce bébé. Je l'ai vu. Vous n'avez même pas essayé de vous excuser. Le regard de Vince parcourut nerveusement la cabine, cherchant quelqu'un, n'importe qui, pour acquiescer. Mais il ne vit que des regards noirs, des sourcils froncés et des téléphones toujours pointés dans sa direction. Il disparut derrière le rideau de la cuisine, le bord métallique oscillant un instant comme une sortie de scène. Mais la scène n'était pas terminée. Pas encore. Le bourdonnement des moteurs s'intensifiait à mesure que l'avion descendait. Les compartiments à bagages claquaient légèrement sous l'effet des turbulences. Mais dans l'esprit de Darius, le bruit s'estompait, remplacé par une clarté aiguë. Il ne s'agissait plus seulement d'un vol. Il ne s'agissait plus de la main d'un bébé. Il s'agissait de ce qui se passait lorsque la puissance était incontrôlée, et de ce qui pouvait être fait lorsque quelqu'un finissait par repousser. Il jeta un nouveau coup d'œil vers l'avant de l'avion. La tension qui le rongeait s'était transformée en une détermination. Les 27 minutes suivantes ne se limitaient pas à l'atterrissage. Elles consistaient à rassembler des preuves. Observer. Echoed. Laisser Vince se piéger à chaque geste, à chaque mot. Car quoi qu'il arrive ensuite, Darius serait prêt. Et Vince, il n'avait aucune idée de ce qui se tramait déjà. La tension dans la cabine augmentait à chaque kilomètre qui s'approchait du sol. Et Darius, silencieux maintenant, observait chaque mouvement de Vince. Parce que ce n'était pas fini, loin de là. L'avion fut secoué violemment à l'atterrissage à l'aéroport régional de Briarfield. Un grondement sourd parcourut la cabine, suivi du crissement des pneus sur l'asphalte. Avant même que l'avion n'atteigne sa porte d'embarquement, la porte de la cabine était déjà en préparation pour l'entrée des secours. Des ambulanciers attendaient sur le tarmac, leurs silhouettes visibles à travers les petits hublots ovales tandis que des lumières rouges clignotantes peignaient les murs à l'intérieur. La tension, qui couvait depuis l'incident en vol, se transforma en un silence total et brutal tandis que l'avion s'immobilisait complètement. Darius se leva dès que le voyant de la ceinture de sécurité s'éteignit. Il se déplaça avec précision, sans panique, comme si chaque pas était répété. Caleb était dans ses bras, sa petite main enveloppée d'une gaze qui ne parvenait plus à contenir complètement le saignement. Les pleurs du bébé s'étaient transformés en gémissements superficiels et épuisés, son visage pâle sous la couverture jaune. Darius le serra contre lui, une main soutenant la tête du bébé, l'autre protégeant sa main immobilisée. Ezra était déjà debout, le suivant avec empressement, serrant un bloc-notes contenant les notes médicales approximatives qu'il avait griffonnées pendant le vol. Sa mâchoire était serrée, mais son regard exprimait une pointe de culpabilité, comme s'il n'en avait pas fait assez. La porte de la cabine s'ouvrit dans un sifflement. 2 ambulanciers en uniforme de la marine montèrent à bord, bousculant des passagers surpris. « Où est le bébé » demanda rapidement l'un d'eux. « Ici » dit Darius en s'engageant dans l'allée. Sa voix était calme, mais imprégnée d'autorité. « Il a 2 doigts cassés. Il saigne encore. » Les ambulanciers s'approchèrent, l'un examinant Caleb, l'autre ouvrant une trousse de secours. Darius ne lâcha pas prise au début, il avait besoin de voir la promptitude dans leurs mains, la précision dans leur toucher. Ce n'est que lorsque l'un d'eux le rassura gentiment, « On le tient, monsieur », qu'il finit par leur confier Caleb. Derrière eux, Vince se tenait figé près de la cuisine. Son visage était pâle, vidé de l'arrogance défensive qu'il avait portée comme un uniforme pendant la majeure partie du vol. Il regarda vers le tumulte, mais ne bougea pas. Ses bras pendaient raides le long de son corps, et la sueur noircissait les aisselles de sa chemise d'uniforme. Il ouvrit la bouche comme pour parler, puis la referma. Darius se tourna lentement vers lui. Il n'y avait aucune colère sur son visage, seulement une concentration glaciale et inébranlable. À ce moment-là, 2 policiers en uniforme montèrent à bord de l'avion, guidés par la coordination directe du pilote avec l'équipe de sécurité de l'aéroport. L'un d'eux, un homme large, la coupe rasée et le regard perçant, s'avança. « Où sont l'enfant et le témoin » demanda-t-il en scrutant les visages dans la cabine avant. Darius s'avança,
plongeant la main dans sa veste et brandissant le badge argenté de la division de surveillance des transports des États-Unis. « Je suis les deux, dit-il fermement. L'officier hocha la tête, l'attendant visiblement. « Compris. » Derrière lui, le deuxième officier s'avança dans l'étroit couloir vers Vince, dont la posture raide trahissait sa peur grandissante. Vince leva à moitié la main en signe de protestation. « C'est un malentendu, lâcha-t-il d'une voix plus aiguë qu'auparavant. Je n'ai pas vu la main du bébé, il était par terre. Ce n'est pas le protocole. » Le deuxième officier ne ralentit pas. « Vous aurez l'occasion de parler à la gare. Pour l'instant, vous êtes retenu. » Le visage de Vince s'empourpra. Il recula d'un pas et heurta la paroi de la cuisine. « C'est injuste, murmura-t-il presque pour lui-même. Je travaille ici depuis 15 ans. Mais personne ne répondit. Les passagers observaient en silence depuis leur siège, certains encore à la main sur leur téléphone. Un homme âgé près du hublot croisa les bras et secoua la tête. Un autre chuchota quelque chose à l'homme à côté de lui, les yeux toujours fixés sur Vince. À l'extérieur de l'avion, les gyrophares des cars de reportage locaux commencèrent à encombrer le tarmac. Une petite fuite provenant d'un contrôleur de vol, peut-être dégoûté par les premiers reportages, avait alerté les médias. Les journalistes s'étaient déjà rassemblés derrière la clôture, caméras braquées. Darius descendit l'étroit couloir avec une autorité calme, suivant les ambulanciers qui portaient Caleb doucement bercé dans leurs bras. Ezra le suivait, la tête baissée, toujours serré dans son presse-papier. Il jeta un coup d'œil par-dessus son épaule à Vince, puis détourna rapidement le regard. Lorsque Darius monta dans l'escalier mobile, une salve de flash l'accueillit comme un feu d'artifice. Les journalistes crièrent son nom, d'autres demandèrent ce qui s'était passé à bord, si les rumeurs étaient vraies, si l'enfant allait bien. Darius ne répondit pas. Il ne jeta même pas un coup d'œil aux caméras. Pas encore. Sa seule préoccupation était d'assurer la sécurité de Caleb, de sécuriser les images et de s'assurer que personne n'efface ce qui venait de se passer. En disparaissant dans l'ambulance derrière les ambulanciers, il comprit que les véritables turbulences ne faisaient que commencer. Car dès que ces 3 angles de vue seraient visionnés, l'histoire ne lui appartiendrait plus seulement. Elle appartiendrait à la nation. Parce que lorsque le monde verra ce que Vince a fait, le silence ne sera plus une option. Lorsque Vince Arrow fut conduit hors de l'avion, menotté, les lignes de communication internes de Falcon Crest Airlines étaient déjà en alerte. Les dirigeants du siège étaient en pleine effervescence, non seulement à cause de l'atterrissage d'urgence ou du nourrisson blessé, mais parce que quelque chose de bien pire s'était produit. Un analyste opérationnel junior du nom de Theo Klein, en poste depuis à peine 3 mois, avait envoyé par erreur un fichier vidéo compressé à la boîte de réception juridique de l'entreprise au lieu du canal privé d'enquête interne. Son intention était de signaler l'incident pour examen juridique et documentation interne. Mais dans sa précipitation, il s'était trompé de liste de diffusion. En quelques instants, les images du vol 227, extraites directement du système de surveillance en direct de l'avion, circulaient entre les boîtes de réception et les fils de discussion privés utilisés par les assistants juridiques, les équipes de sécurité, et par inadvertance, les professionnels de l'aviation de toute l'entreprise. 3 angles. Un enfant. Un pied. Et un cri que personne n'oublierait de sitôt. Dans la chambre d'hôpital sombre du Briarfield Memorial, Darius était assis, voûté près du lit de Caleb, le front légèrement appuyé sur ses mains jointes. Le léger sifflement du moniteur d'oxygène emplissait le silence, ponctué seulement par les respirations superficielles occasionnelles de Caleb. Une attelle enveloppée de gaz enveloppait la petite main du bébé. Les radiographies avaient confirmé le pire, 2 doigts nettement cassés, dont un potentiellement atteint d'une lésion nerveuse. Il y aurait de la douleur, des soins et un chemin incertain. Darius serra las mchoiras. Mais son visage restait indéchiffrable, comme sculpté dans la pierre. Les néons au-dessus de lui vacillèrent légèrement tandis qu'il sortait son téléphone et composait un numéro. L'homme qui répondit était l'agent Cole Merrick, enquêteur principal à la division fédérale de l'éthique des transports. I'll parle sans préambule. Darius. Je ne vous appelle pas en tant qu'oncle, dit Darius d'une voix sèche et posée. Je vous appelle en tant qu'agent de conformité fédérale. Consultez le dossier d'emploi de Vince Arrow, chaque plainte, chaque infraction, enterrée ou non. Il y eut un silence. Puis le bruit de touches tapant.
J'ai besoin d'une autorisation pour ouvrir les registres scellés, dit Cole prudemment. Vous l'avez. Badge ID 4 Tango 19, répondit Darius, debout, regardant à travers la paroi vitrée vers le couloir où les infirmières passaient silencieusement, inconscientes de la tempête de feu qui se préparait à l'extérieur de la pièce. Donnez-moi 30 minutes, dit Cole. Vous en avez 20, répondit Darius avant de raccrocher. À l'extérieur de l'hôpital, le monde était déjà en train de changer. Tandis que Darius arpentait la salle d'attente, les téléphones des serveurs de Falcon Crest s'allumaient, affichant des liens vers les clips vidéo divulgués. L'un d'eux était déjà publié sur un forum de pilotes sur invitation, avec pour objet « Vous n'allez pas croire ce qui vient de se passer en plein vol ». Certains rirent nerveusement dans les commentaires. D'autres ne firent aucun commentaire, se contentant de télécharger la vidéo et de la transmettre silencieusement à leur syndicat, conseillers juridiques et superviseurs. Une tempête commençait à s'abattre. De retour à l'intérieur, Darius revint dans la pièce. Caleb s'agita sous le sédatif, les lèvres tremblantes de sommeil. Darius se pencha et passa une main sur les boucles du bébé. « Tu vas bien » murmura-t-il. « Je te le promets, tout ira bien. » 26 minutes plus tard, son téléphone vibra. C'était un SMS sécurisé de Cole. « Vous devez voir ça par vous-même. » Ligne sécurisée. Envoi immédiat. Un instant plus tard, un téléchargement apparut, le dossier disciplinaire de Vince Arrow, décelé. Darius cliqua dessus. Ce qu'il vit lui glaça les mains. 5 plaintes officielles. 2 concernant des enfants. L'une d'elles provenait d'un passager dont le jeune enfant avait été blessé par la chute d'un plateau après que Vince ait refusé de le fixer malgré des demandes répétées. Une autre plainte provenait d'un collègue d'équipage, un homme, débutant, qui ne travaillait plus pour la compagnie aérienne, qui affirmait que Vince avait intentionnellement frôlé un enfant assis côté couloir, le renversant avec le chariot à boissons, sans manifester aucun remords. La plainte la plus récente provenait d'un ancien superviseur de porte d'embarquement, qui décrivait la tendance de Vince à cibler les passagers qu'il trouvait irritants, en particulier ceux avec de jeunes enfants. Mais aucune de ces plaintes n'a abouti à une audience disciplinaire. Chacune a été résolue par de vagues notes RH, problème résolu. Aucune autre mesure requise. Enfoui. Réduit au silence. Ce n'est pas de l'incompétence, dit Darius à voix basse. C'est de l'orchestration. Il continua de faire défiler la page. Un courriel interne d'un responsable RH, envoyé 9 mois auparavant, apparut, objet, plainte contre Arrow, le service juridique recommande une résolution discrète. La conférence téléphonique sur les résultats du 3e trimestre est trop proche pour que la presse prenne des risques. Darius expira lentement, agrippant le bord de la table. Puis il ouvrit à nouveau un canal privé avec Cole. Il savait, dit-il d'un ton dénué d'émotion. Il savait qui il était, et ils l'ont maintenu en vie. Cole ne répondit pas tout de suite. Puis, tu veux que je fasse remonter l'information? Je veux tout, dit Darius. Chaque rapport, chaque nom de ceux qui ont signé ces licenciements. Et je veux une chronologie horodatée du moment où ces images ont atteint leur serveur. Bien reçu, dit Cole. Et Darius? Oui. La voix de Cole se durcit. On dirait que tu viens de tenter de dissimuler quelque chose. Darius raccrocha sans un mot. Il s'adossa au mur de l'hôpital, les yeux scrutant à nouveau le visage de Caleb. Le garçon remua doucement, et pendant un instant, l'orage par la fenêtre sembla très lointain. Mais Darius savait qu'il n'y avait pas de quoi. L'incendie venait à peine de commencer. Et tandis que l'écran de son téléphone reflétait la dernière ligne de la note interne, minimiser l'indignation des passagers. Trouver un arrangement si nécessaire. Il murmura avec une clarté glaçante, « Ce n'est pas une erreur. C'est une dissimulation. » La vidéo fut mise en ligne peu après 6h12. Un extrait flou et horodaté apparut sur un blog d'aviation peu connu, tenu par un journaliste indépendant nommé Brennan Shaw. Il n'avait pas l'intention de faire la une des journaux nationaux, mais simplement de partager une information anonyme d'un membre d'équipage qui lui avait discrètement glissé un fichier à télécharger marqué 227 CAM3. Mais quelques minutes après sa publication, le lien commença à se propager. Le titre à lui seul suffisait à déclencher l'indignation. Un agent de bord écrase la main d'un bébé sans savoir qu'il était filmé. L'extrait, d'une durée de moins de 45 secondes,
se déroulait comme un cauchemar. On pouvait voir les petits doigts de Caleb se tendre vers le sol, sa prise s'accrochant à peine au bord du rail du siège. Le bourdonnement du chariot à boisson retentit, puis, sans hésitation, le pied de Vince atterrit sur la main du bébé. Un cri perçant s'ensuivit, strident et dévastateur. Puis vint le moment le plus accablant. Vince baissa les yeux et ricana avant de murmurer « Il n'aurait pas dû être par terre ». La froideur de son ton, l'absence de remords, ce fut cette pause, ce regard impitoyable qui fit le buzz sur Internet. À 9 heures, la vidéo était en tête des tendances sur plusieurs plateformes. Falcon Crest Airlines tenta de contenir l'incendie avec un communiqué passe-partout. Elle décrivit l'incident comme « un incident malheureux résultant d'une interruption de service » et exprima sa profonde inquiétude pour toutes les personnes impliquées. Mais le public ne le crut pas. Les commentaires furent instantanés et impitoyables. Les gens exigeaient des noms, des réponses, des conséquences. Les hashtags se sont enflammés comme une traînée de poudre, hashtag justice pour Caleb, hashtag Grundvinsarrow, hashtag What did Falcon Crest know. Dans sa chambre d'hôtel au Briarfield Inn, Darius Miles était assis à un petit bureau, observant la tempête se dérouler sur son ordinateur portable. La télévision en arrière-plan diffusait les informations matinales, chacune montrant des images fixes du vol, des images granuleuses, et Darius sortant de l'avion avec Caleb dans les bras. Mais Darius ne regardait pas les informations. Il montait un dossier. Sur le bureau se trouvaient 3 dossiers soigneusement rangés. Témoignages, plaintes antérieures et preuves vidéo. Son badge fédéral était posé à côté de son ordinateur portable, intact. Il ne l'avait pas montré aux médias. Pas encore. Il était resté silencieux, laissant les images parler. Mais en coulisses, il était en action. Son téléphone vibra. Une ligne sécurisée. « Des nouvelles » demanda-t-il à voix basse. « Nous avons examiné les archives des notes de service » dit Marcus Tate, responsable de l'éthique à l'unité fédérale de surveillance des transports. 2 plaintes concernant des enfants ont été déposées contre Vince Arrow. Toutes 2 réglées à l'amiable. L'une concernait un incident avec un plateau repas. L'autre, similaire. Il aurait marché sur le pied d'un enfant pendant des turbulences. Aucune vidéo cette fois-là. Mais le texte de la note interne est protecteur. Darius serra les mchoires. Protection de qui? Pas de l'enfant, répondit Marcus. Disons simplement que le conseiller juridique a suggéré que le problème soit résolu discrètement pour éviter de nuire à la marque. Darius expira lentement, agrippant le bord du bureau. La pièce semblait plus froide maintenant. La vérité n'était pas seulement imprudente, elle était calculée. Le comportement de Vince n'était pas un incident isolé. C'était un symptôme. Et quelque part dans la hiérarchie de Falcon Crest, des gens avaient choisi de le garder malgré les signes avant-coureurs. Il ouvrit son email, y joignit les 3 prises de vue vidéo et commença à créer un fichier crypté. Il y ajouta le rapport de témoin écrit d'Ezra, des captures d'écran des plaintes passées de Vince et des copies de 2 notes internes datées de 6 mois d'intervalle. Ses doigts se déplaçaient avec précision sur le clavier, mais son esprit s'emballait avec quelque chose de plus profond, de plus rageur. Il ne faisait pas ça pour les gros titres. Il se fichait des procès, des accords à l'amiable, ni même des excuses. Il voulait des réformes. Le seul moyen d'y parvenir était d'être exposé. Une exposition honnête et brutale. Il appela un autre numéro, une ligne directe cette fois-ci avec un agent de presse en qui il avait confiance. « Je ne vous donne pas l'exclusivité, dit Darius d'un ton neutre, mais je vous donne des documents vérifiés. Vous êtes sûr de vouloir faire ça anonymement? Pour l'instant. » L'homme à l'autre bout du fil marqua une pause. « Darius, ça va exploser. On parle d'audience fédérale, de refonte de politique, peut-être même de changement à la tête de l'entreprise. » Bien, dit Darius. Alors on est sur la bonne voie. De l'autre côté de la pièce, il entendit Caleb remuer dans le berceau. Le bébé était encore sous sédatif, mais ses doigts avaient été bandés et mis en attelle plus tôt dans la matinée. Un léger roucoulement s'échappa de ses lèvres. Darius s'approcha, s'agenouilla près du berceau et toucha doucement le dos de la main de Caleb. « Tu es fort » murmura-t-il en essuyant une larme du bout du pouce. Plus fort qu'il ne le pense. De retour à son bureau, une autre alerte retentit. Tendance numéro 3 Vince Arrow, tendance numéro 7 Scandale Falcon Crest. Un autre email arriva.
celui-ci d'un ancien employé de Falcon Crest utilisant une adresse cryptée. L'objet était le suivant: vous n'êtes pas le seul à l'avoir vu. 6 juin, un fichier PDF contenant un rapport d'incident numérisé datant de 2018, détaillant les agressions physiques de Vince lors d'une altercation en vol. Aucun enfant n'était mentionné, mais le schéma se dessinait. Darius se laissa aller dans son fauteuil. Son esprit tournait comme une machine, élaborant des stratégies, anticipant, rassemblant la prochaine pièce. Il n'était pas satisfait de l'indignation du monde. Il voulait que le système change. Un SMS s'afficha sur son téléphone, provenant d'un numéro inconnu. Nous croyons en ce que vous faites. Laissez-nous vous aider. Ancien passager du vol 227. 6 juin, une autre vidéo. Celle-ci, plus nette, filmée de l'autre côté de l'allée, capturant la descente du pied de Vince et le sourire narquois qu'il arbora ensuite. Darius ferma brièvement les yeux, puis se leva. Sa voix était calme, mais tranchante comme une lame lorsqu'il appela Marcus. S'ils veulent faire comme si c'était un incident mineur, a-t-il dit, nous leur montrerons à quoi ressemble une véritable enquête. Si ce moment vous a fait mal au cœur et vous a fait serrer les poings, ne restez pas silencieux. Abonnez-vous et devenez membre, car lutter contre les abus, c'est protéger les innocents. La vidéo a fait le buzz sur Internet comme une allumette tombée dans l'herbe sèche. Le PDG Allen Grigg venait à peine de quitter la tribune qu'elle a commencé à circuler. Un court extrait audio sinistre extrait de la vidéosurveillance du cockpit. Pas d'image. Juste une voix. La voix basse et amère de Vince Arrow, murmurant « Ils amènent toujours leur bébé et s'attendent à de la compassion ». C'était clair. Incontestable. Et cela s'est répandu rapidement. La conférence de presse, soigneusement organisée dans une salle brillante avec des bannières Falcon Crest et une rangée de consultants en relations publiques aux lèvres pincées, était déjà chancelante dès le début. Allen, debout dans un costume bleu marine rigide, récitait son texte comme un homme répétant le déni au lieu de dire la vérité. Son ton était mesuré, son phrasé distant. « C'est la faute d'un membre d'équipage », dit-il en jetant un bref coup d'œil aux notes qu'il tenait à la main, pas de la compagnie. Mais lorsque son dernier mot parvint au fond de la salle, les journalistes rafraîchissaient déjà leur téléphone. Un journaliste au 3e rang se leva brusquement, la voix sèche. « Monsieur Grigg, que répondez-vous à l'enregistrement audio du cockpit, aux commentaires de votre membre d'équipage sur les bébés et la compassion ?» Allen Kligna des Sioux. Je ne suis pas au courant. C'est tendance, interrompit le journaliste. En ce moment, l'ambiance dans la salle changea comme la pression avant la tempête. Des assistants se penchèrent vers Allen. Samaquar Essie Sarah. Il va falloir vérifier l'authenticité de cet enregistrement, murmura-t-il, les yeux scrutant le malaise grandissant. Mais c'était trop tard. Le récit lui avait échappé. Dans un bureau à des kilomètres de là, Darius Miles se tenait près d'une fenêtre, l'écran de son ordinateur portable projetant une pâle lueur sur son visage. Le son tournait en boucle en arrière-plan, la voix de Vince, désinvolte, cruelle et profondément accablante. Darius nie brąd chapas. Il le regarda se propager. Il vit le monde commencer à tourner. Il tapota le bord de son téléphone contre la vitre, l'esprit s'emballant. Il ne s'agissait plus seulement de Caleb. Plus maintenant. Il s'agissait d'un système. Un système qui avait trop longtemps toléré Vince Arrow. Un système qui pensait qu'en enterrant les plaintes et en présentant de faibles excuses, on pouvait couvrir les dommages causés à des vies réelles. Son téléphone vibra de nouveau. Un message d'un ancien contact, vous aviez raison. Les RH ont gardé des informations confidentielles pendant des années. Vous voulez des preuves ? Darius répondit d'un seul mot, oui. En quelques minutes, un fichier crypté arriva dans sa boîte de réception, composé de dizaines de pages numérisées des archives internes de Falcon Crest. Des rapports datant de 7 ans. 5 plaintes distinctes contre Vince. 2 concernaient des agressions verbales envers des parents voyageant avec des nourrissons. Une faisait référence à un incident avec une tablette qui avait causé des ecchymoses à un jeune enfant. Et une autre concernait un entraînement de simulation où Vince aurait utilisé une force excessive lors d'exercices de turbulence, notamment des exercices de piétinement sur des mannequins étiquetés comme passagers difficiles. Toutes ces informations étaient marquées, gérées en interne. Fermées. Darius expira lentement, le poids de la confirmation lui pesant lourdement sur la poitrine. Ce n'était pas une simple erreur.
C'était délibéré. Un comportement ignoré par ceux qui avaient tous les outils pour empêcher Caleb d'en entendre parler. Il ouvrit une ligne sécurisée et appela un collègue du Bureau fédéral d'éthique des transports. Une voix répondit « Miles ». Jactive Law Surveillance Federal. Dit Darius. Audit d'urgence de la conformité de Falcon Crest en matière de sécurité des passagers. Ils ont des plaintes enfouies. Des tendances confirmées. Et maintenant, des preuves publiques. Il y eut un silence à l'autre bout du fil. Puis, compris. Vous enverrez une équipe d'ici la fin de la semaine. Darius raccrocha et se détourna du hublot. Son reflet dans la vitre semblait différent, plus dur, plus stable. Ce n'était plus personnel. C'était structurel. Et il était prêt à tout démonter. Le lendemain matin, les murmures se transformèrent en déclarations. D'anciens employés de Falcon Crest commencèrent à parler anonymement à des blogs aéronautiques et à de petits médias. Les histoires étaient cohérentes, les RH balayaient l'affaire sous le tapis. Les managers étaient avertis, puis sommés de se concentrer sur la rétention. Un témoignage racontait comment Vince avait un jour donné un coup de pied dans le sac d'un passager et s'était moqué d'un père qui voyageait seul avec un bébé comme un héros. Un ancien superviseur a publié une note expurgée sur un forum de lanceurs d'alerte. Le titre était « Vince Arrow, problème de comportement. Suspension recommandée ». Daté il y a 2 ans. Ignoré. La réaction d'Internet a été furieuse. Les hashtags ont explosé sur toutes les plateformes. Hashtag Justice pour Caleb, hashtag Vince Arrow au sol, hashtag Ce que savait Falcon Crest. Les présentateurs de journaux télévisés ont débattu de l'éthique de la responsabilité en vol. Les compagnies aériennes concurrentes ont discrètement mis à jour leurs protocoles de sécurité des enfants. Et pendant tout ce temps, Darius est resté dans l'ombre, discret, concentré, méthodique. Il ne voulait pas faire la une des journaux. Il voulait du changement. Il a constitué un dossier complet. Les images intégrales multi-angles, la déclaration directe d'Ezra, l'historique des plaintes de Vince, les notes des RH et la fuite audio du cockpit. Il l'a étayé par des directives fédérales, des violations d'audit et une chronologie des manquements répétés de Falcon Crest. Lorsque son collègue l'appela à nouveau pour avoir des nouvelles, Darius répondit sans hésiter « Je ne monte pas de procès. Je monte un dossier. Et quel est votre objectif ? Demandel Home. Leur faire taire leur coûte quelque chose. » Ce soir-là, seul dans son bureau, Darius ferma le dernier dossier et s'adossa à sa chaise. Les médias continueraient à s'acharner. L'indignation publique continuerait à s'intensifier. Mais son rôle était plus précis. Stratégique. Il ne voulait pas seulement que Vince soit renvoyé. Il ne voulait pas seulement que Falcon Crest soit embarrassé. Il voulait que les règles soient réécrites. Il pensait que ça se réglerait avec un remboursement et des excuses timides, dit Darius d'une voix basse, résolue, mais ils se sont juste fait un ennemi permanent. La vidéo tournait en boucle. Sur les écrans des salles d'audience, dans les reportages, sur les écrans de téléphone et de tablette, un moment s'est gravé dans la mémoire du public. L'image de la chaussure noire cirée de Vince Arrow s'écrasant sur la petite main de Caleb, suivie d'un regard froid et dédaigneux et de ces mots qui résonnaient comme un verdict, il n'aurait pas dû être par terre. Cet instant, capturé sous 3 angles différents, devint le symbole d'une prise de conscience nationale. Vince, désormais suspendu de Falcon Crest Airlines et formellement accusé de mise en danger imprudente, était assis sur une chaise au dossier rigide dans une petite salle d'audience de Briarfield. Son costume, ajusté et impeccable, ne dissimulait pas le malaise qui lui collait aux épaules comme de la sueur. Les caméras n'étaient pas autorisées lors de l'audience de mise en liberté sous caution, mais les journalistes remplissaient les bancs, griffonnant chaque détail. L'avocat de Vince, un homme grisonnant nommé Tom Heller, ajusta sa cravate et murmura quelque chose à son client. Vince n'entendait pas. Ses yeux étaient rivés sur l'écran tandis que le juge ordonnait la diffusion des images pour examen. La première vidéo était granuleuse mais claire. On y voyait Caleb rampant entre les pieds de Darius, attaché par le harnais pour enfants, tendant la main vers un jouet tombé au sol. Puis l'impact, soudain, brutal et impitoyable. Le cri transperça les haut-parleurs et se répandit dans la pièce. Le deuxième angle montrait la réaction de Vince. Elle n'y branqua pas. Il ne recula pas. Il baissa les yeux et ricana. De l'autre côté de l'allée, le juge grimaça. Tom Heller s'éclaircit la gorge, mais c'était inutile.
Aucune politesse ne pouvait adoucir le poids de ce que tout le monde venait de voir. Lorsque les lumières se rallumèrent, le silence était pesant. Vince se tourna vers le juge, mais il n'y avait aucune compassion dans son regard. Seule la procédure l'exigeait. Nous nous réunirons à nouveau pour l'audience préliminaire le mois prochain, dit le juge d'une voix hachée. La caution est fixée à $50 000. Vince ne protesta pas. Il hocha simplement la tête lentement, la mâchoire serrée. Pendant ce temps, à plus de 600 km de là, à Arkandal, Darius Miles se tenait aux côtés d'un spécialiste pédiatrique de la main au Whitestone Medical Center. Caleb était allongé sur une table rembourrée, les doigts bandés et attelles, sa poitrine se soulevant et s'abaissant à un rythme lent et médicamenteux. La pièce était faiblement éclairée, avec des murs bleu pâle peints de montgolfières et de nuages. Un léger bourdonnement de machines emplissait l'arrière-plan. Son état est stable, dit le docteur Lewin, un homme d'une quarantaine d'années à la voix douce. Il y a une contusion nerveuse à l'index. Nous aurons besoin d'une surveillance continue pour voir comment ça guérit. Darius hocha la tête, mais son esprit était ailleurs, notant déjà des notes, des noms et des dates. La douleur à la main de Caleb n'était pas seulement un problème médical. C'était le symptôme d'un problème plus grave. D'une affection systémique. Lorsque le médecin sortit, Darius se rapprocha de la table et s'assit à côté de son neveu. Caleb, malgré la sédation, remua légèrement. Sa main valide se tendit, ses doigts effleurant la joue de Darius d'un contact si doux qu'il lui brûla les yeux. Darius referma sa main sur celle de Caleb et murmura « Je suis là, mon petit. Je ne vais nulle part. » Le calme ne dura qu'un instant avant que le téléphone de Darius ne vibre sur le plateau voisin. Il décrocha, reconnaissant la ligne sécurisée. « Agent Miles » dit la voix. C'était Arlene Tate, son contact au bureau de l'éthique des transports. La motion officielle a été prise en compte. La commission examine votre demande d'enquête du Congrès. Et les dossiers internes ? Demanda Darius sans hésiter. Ils arrivent. Tenez-vous prêts. Darius se pencha en arrière tandis que des documents cryptés se chargeaient sur son écran. Le dossier d'employé de Vince Arrow était non seulement accablant, mais scandaleux. 5 plaintes internes. 2 concernaient des enfants. L'une décrivait un incident où Vince avait arraché le siège d'appoint d'un jeune enfant en plein vol, provoquant la chute latérale de l'enfant. Tous les incidents avaient été discrètement clos avec de vagues notes sur un « malentendu passager ». Darius parcourut chaque dossier, notant les signatures, les dates, les lieux. Le schéma n'était pas subtil. C'était délibéré. Ils l'ont couvert, marmonna-t-il en tapotant l'écran. Il savait. De retour à l'hôpital, tandis que les infirmières s'occupaient de Caleb, Darius sortit dans le couloir et appela un deuxième numéro. Une voix répondit, vive et professionnelle. Ici Langston. Assurez-vous de la chronologie des médias, ordonna Darius. Je veux que les interviews soient programmées, mais nous ne diffuserons pas l'intégralité des images en 3 plans avant l'audience. Laissez-les spéculer pour l'instant. Quand nous les diffuserons, tout le monde les regardera en même temps. Bien reçu. Autre chose ? Oui, dit Darius, la voix plus aiguë. 2 familles viennent de nous contacter. L'une d'elles affirme que Vince a frappé leur enfant avec un plateau repas il y a 3 mois. Obtenez des déclarations. Obtenez des horodatages. Et vérifiez les références de chaque employé qui a signé son contrat de travail. Langston marqua une pause. Il ne s'agit plus seulement de Vince. Je sais, répondit Darius. Il s'agit de savoir qui l'a laissé rester. Ce soir-là, Darius était assis seul dans sa chambre d'hôtel surplombant le centre-ville d'Arkandal. Sur la table devant lui se trouvaient 3 appareils. Son ordinateur portable professionnel, un disque dur privé et un téléphone secondaire destiné aux communications internes. La télévision bourdonnait faiblement en arrière-plan, diffusant les dernières nouvelles de Falcon Crest Airlines, dont une courte déclaration préparée de leur équipe de relations publiques. Nous menons une enquête interne approfondie et coopérerons avec les autorités si nécessaire. Darius éteignit la télévision. Il ouvrit le disque dur et commença à assembler une présentation, une chronologie reliant les infractions de Vince aux décisions de Falcon Crest, indiquant qui avait signé, qui avait ignoré les signaux d'alerte et qui avait réduit au silence les lanceurs d'alerte. Il ne montait plus un dossier pour la justice, mais pour la justice. Tout à la fin de la chronologie,
il inséra l'image d'ouverture de la vidéo intégrale, une image fixe des doigts de Caleb repliés au sol, quelques instants avant l'impact. Il fixa l'image un long moment. « Ça finit par une audience », murmura-t-il, « mais ça commence par la vérité. » Un léger coup à la porte le détourna. C'était un courrier contenant les déclarations scellées des deux familles. L'une décrivait une ecchymose que leur enfant avait reçue lors d'un vol l'année dernière. L'autre détaillait les violences verbales subies après qu'un enfant eût vomi en plein vol. Les deux affaires avaient été réglées discrètement par Falcon Crest. Il signa les documents et les déposa sur la table, les yeux plissés. Ils avaient commis une erreur. Non seulement en protégeant Vince, mais aussi en sous-estimant la détermination de quelqu'un qui n'avait plus rien à perdre et tout à prouver. Dehors, la nuit était tombée sur la ville. Darius se tenait à la fenêtre, regardant les lumières vaciller dans les bâtiments au-delà. Le combat ne faisait que commencer. Et au fond de lui, il savait déjà, parce que le monde devait voir, non seulement ce que Vince avait fait, mais combien de personnes l'avaient laissé faire. Et maintenant, dit le président en ajustant son micro, nous allons entendre Darius Miles. La grande salle est toute. Les lumières du plafond bourdonnaient faiblement au-dessus du sol en marbre étincelant du comité d'éthique des transports de Crowness Hill. Une tension flottait dans l'air comme un brouillard. Darius se leva lentement, boutonnant son blazer bleu marine avec une précision calme qui trahissait la tempête dans ses yeux. Il prit un disque dur noir et un dossier imprimé, puis se dirigea vers la longue table incurvée où siégeaient les membres du comité. Ses chaussures résonnaient à chaque pas. La galerie était bondée. Les journalistes griffonnaient des notes. Les photographes, privés de flash, tenaient leurs appareils fermement. Les dirigeants de Falcon Crest Airlines étaient assis, raides, à gauche de la salle, dont le PDG Allen Grigg, qui essayait en vain de masquer le tic nerveux de sa mâchoire. À l'autre bout de la salle se trouvait Ezra Hale, le seul agent de bord de ce maudit vol à avoir pris la parole. Il adressa un léger signe de tête à Darius en passant. Darius posa le disque dur sur la table, souleva le dossier imprimé et fit face au comité. « Je ne suis pas ici aujourd'hui en tant qu'oncle en deuil », commença-t-il d'une voix claire et assurée. « Je suis ici en tant qu'enquêteur fédéral. Un témoin. Et quelqu'un qui a refusé de se taire quand le silence était le choix le plus facile. » Il laissa le silence s'installer. Mon neveu Caleb était assis à côté de moi en classe affaires sur le vol 227, a-t-il poursuivi. Dis-moi. Sanglé dans son harnais de sécurité. Le vol avait été retardé, et pendant que nous attendions, Caleb s'est glissé entre mes jambes, agité mais calme. Je me suis penché pour le réconforter. Quelques secondes plus tard, un agent de bord nommé Vince Arrow est arrivé dans l'allée en poussant un chariot de boissons. Il nous a vus. Il a marché, non, piétiné, la main de mon neveu. Sa réaction n'était pas le choc. C'était de l'irritation. Un murmure se répandit dans la galerie. L'un des membres du comité, un homme aux cheveux argentés et à la cravate marron, se pencha en avant. Darius soutint son regard puis fit signe au technicien posté près de l'écran. « Passez le fichier », dit-il. Les lumières s'éteignirent légèrement. L'écran s'alluma. La salle observa en silence. La vidéo commença, un plan grand angle filmé par la caméra de l'équipage. La cabine était silencieuse, les passagers assis, le chariot à boissons roulant. Puis, avec une précision synchrone, l'angle de vue s'est coupé sur un enregistrement téléphonique, celui de Jallan, captant la scène depuis l'autre côté de l'allée. Enfin, une troisième vidéo est arrivée, celle du cockpit, captant la voix de Vince à voix basse. Ils ont tout vu. La petite main agrippant le sol. Le pied descendant. Le cri. Et puis les mots de Vince, il n'aurait pas dû être par terre. Des exclamations ont retenti. Plusieurs personnes se sont couvertes la bouche. Même quelques membres du comité ont grimacé au son du cri de Caleb. Le technicien a mis la vidéo sur pause au moment précis où du sang est apparu sous la couverture jaune. Darius s'est retourné pour faire face à la pièce. Cet enfant a eu 2 doigts cassés et des lésions nerveuses potentielles. Mais ce qui s'est passé ensuite, c'est ce qui devrait vous inquiéter. Vince ne s'est pas excusé. Il n'a pas appelé à l'aide. Il a accusé un bébé de 10 mois d'être, dans son chemin. Et votre entreprise, il regarda Allen Grigg droit dans les yeux, a essayé d'enterrer tout ça. Allen pinça les lèvres. Il baissa les yeux vers la table.
Darius Porsuvit. Vous aviez déjà déposé des plaintes contre cet homme, certaines concernant des enfants. Vous les avez ignorées. Vous lui avez donné un dernier avertissement. Et puis vous lui avez donné accès à un avion bondé. Vous n'avez pas simplement permis la négligence. Vous l'avez encouragé. Un membre du comité prit la parole. Monsieur Miles, insinuez-vous qu'il s'agissait de plus qu'un incident isolé? Darius S. Aprocha. Je dis que c'était systématique. On n'enterre pas 5 plaintes par accident. On ne retient pas des images par erreur. Et on ne dit pas au public qu'il s'agissait d'une interruption de service alors qu'il s'agissait d'une mise en danger d'enfant. Il souleva le dossier imprimé. Ceci, dit-il en l'ouvrant, contient tous les rapports internes que j'ai obtenus grâce à mes qualifications fédérales. Il comprend les plaintes déposées contre Vince Arrow entre 2018 et 2023. 2 concernaient des agressions physiques lors d'exercices de turbulence. Une autre concernait des propos agressifs envers un enfant autiste. Aucune n'a abouti à un licenciement. Un autre membre du comité demanda « Monsieur Miles, que voulez-vous que nous retenions de cette audience ?» Darius prit une inspiration. Sa voix baissa d'une octave, plus basse, mais bien plus cinglante. « Vous voulez savoir ce que je veux ?» dit-il, balayant la salle du regard. « Je veux m'assurer qu'aucune compagnie aérienne, aucun cadre, aucun employé en uniforme et portant un badge ne pense pouvoir faire du mal à un enfant et repartir avec une promotion et une pension. » La galerie applaudit, doucement d'abord, puis plus fort jusqu'à ce que le président lève la main pour rappeler à l'ordre. Darius déposa le dossier sur la table et referma le boîtier du disque dur. Les images sont indéniables. L'audio, les angles, la chronologie, tout concorde. Pas besoin de narration. Pas besoin de manipulation. Il marqua une nouvelle pause. C'était le moment. Il croisa chaque regard du comité, un par un. Et ça, conclut Darius, c'est le bruit d'un système qui casse la main d'un bébé et essaie de l'enterrer. Dès la fin de la vidéo, un silence pesant s'est emparé de la salle de la commission. Même le léger bruissement des papiers et les commentaires chuchotés ont cessé lorsque la dernière image, une image fixe du pied de Vince écrasant la petite main de Caleb, a disparu de l'écran. Personne n'a bougé. Personne n'a osé. À l'extérieur de la salle de la commission, le monde n'avait pas besoin d'un mot de Darius. Les preuves avaient parlé plus fort que l'indignation, plus fort que les excuses. Quelques minutes après la diffusion de la vidéo pendant l'audience, les réseaux sociaux se sont enflammés. Des extraits de la vidéo ont été coupés, sous-titrés, republiés. Les hashtags ont explosé comme des feux de forêt. Hashtag justice pour Caleb, hashtag mettre fin à abus de vol, et le plus accablant de tous, hashtag que savait Falcon Crest. Au siège social de Falcon Crest Airlines, le chaos s'était installé. L'équipe de communication de la compagnie s'est empressée de publier un communiqué, mais les dégâts avaient déjà pris de l'ampleur. À midi, l'action de la compagnie avait chuté de 27%. À la fin du 3e jour, elle avait dégringolé de 43%. Annonceurs et sponsors avaient discrètement retiré leur bannière du site web de la compagnie aérienne et avaient commencé à réorienter les contrats vers des concurrents. Les réservations de vol avaient chuté de façon spectaculaire. La confiance des clients s'était effondrée. Dans un bureau privé niché au cœur du palais de justice, Darius était assis seul, les yeux rivés sur le curseur clignotant de sa tablette. Il ne célébrait pas. Il calculait. Pour lui, il ne s'agissait pas de se justifier. Il s'agissait de précision, de connaître le poids de chaque action avant de passer à l'action suivante. Son esprit revivait le moment où Vince avait marché sur la main de Caleb, non pas comme un souvenir, mais comme un plan. Chaque réaction depuis ce moment reposait sur une vérité. Ce n'était pas un accident, cela faisait partie d'un schéma plus vaste qui avait perduré pendant bien trop longtemps. Un léger coup interrompit ses pensées. C'était Jordan, un assistant juridique discret du service de surveillance, qui lui tendait une enveloppe en papier craft. Un autre extrait est arrivé, dit Jordan. D'une séance d'entraînement à Falcon Crest l'année dernière. Darius ouvrit le dossier et glissa l'image fixe sur la tablette. Vince y était, poussant un jeune agent de bord dans une maquette de strapontin, riant tandis que le stagiaire reculait en titubant. Darius expira lentament. Lance-la. La vidéo était granuleuse, mais le son était net. Allez, le bleu, endurcis-toi. Les turbulences se fichent de ton équilibre,
ricana Vince dans l'extrait, suivi d'un éclat de rire cruel. Darius interrompit la vidéo. Cette voix. Ce sourire narquois. Cette cruauté désinvolte. Jordan s'éclaircit la gorge, les yeux scrutant le rapport. Il y a une autre vidéo. D'un incident à la porte d'embarquement. 2019 Vince aurait s'en pris à un père essayant d'embarquer avec un enfant dans une poussette. La vidéo montre Vince tirant sur la poussette, la faisant presque basculer. Un autre fil. Une autre fracture. Darius se renversa dans son fauteuil, les mains jointes, les sourcils froncés. Ce n'était pas un homme qui passait une mauvaise journée. C'était un homme avec un passé. Et une entreprise qui avait l'habitude de détourner le regard. Plus tard dans la soirée, dans un bureau faiblement éclairé surplombant la ville, Darius était assis avec 2 sénateurs du comité d'éthique des transports. L'un d'eux, le sénateur Keaton, un homme grand et large d'épaules à la voix sévère, se pencha en avant. « Vous avez secoué le secteur avec ça, » dit Keaton. « Mais que voulez-vous faire ensuite » Darius n'hésita pas. Il fit glisser un document sur la table. Il était marqué de 3 mots en gras, « Code de Caleb ». C'est une proposition législative, expliqua Darius. Une obligation de rendre des comptes en temps réel sur tous les vols commerciaux impliquant des enfants de moins de 12 ans. Des caméras. Des systèmes de signalement. Des commissions d'enquête indépendantes. Il ne s'agit pas seulement de Falcon Crest. Il s'agit de toutes les compagnies aériennes qui estiment que le silence est moins cher que la sécurité. Le sénateur Keaton parcourut le projet en hochant lentement la tête. Vous ne demandez pas une enquête. Vous demandez une réforme. Je demande de la prévention, répondit Darius d'une voix basse mais inébranlable. Je veux que toutes les compagnies aériennes sachent que si elles enterrent les fautes, elles ne risquent pas seulement des poursuites judiciaires. Elles mettent en péril la loi elle-même. Le deuxième sénateur, plus jeune et plus sceptique, tapota la table. Pensez-vous que le public soutiendra une mesure aussi audacieuse ? Darius tourna sa tablette vers eux. Une pétition s'affichait à l'écran. Plus de 130 000 signatures, et le nombre grimpait d'heure en heure. Le titre disait « Soutenez le code de Caleb, protégez les enfants dans le ciel ». Ils le font déjà, a-t-il déclaré. Les jours suivants, la dynamique s'est accélérée. Les médias ont consacré des dossiers spéciaux. Des groupes de défense des droits ont rejoint le mouvement. Les comités de rédaction ont salué la clarté et la nécessité de la proposition. En coulisses, Darius a discrètement noué des alliances, avec des régulateurs, des militants, et même avec d'anciens agents de bord qui avaient leurs propres histoires à partager. Lors d'une conférence de presse sur les marches du Capitole, Darius est resté dans la foule, anonyme pour la plupart. Il n'a pas pris le micro. Il n'a pas salué. Mais lorsque les caméras ont balayé les banderoles de la pétition flottant au vent, il s'est permis un sourire discret. Car pendant que le monde était concentré sur l'action de Vince, Darius avait déjà 5 longueurs d'avance, planifiant la suite de la loi. Ce soir-là, sous la lumière tamisée de la fenêtre de son appartement, Darius était assis devant un tableau en liège couvert de noms, de dates et de documents. Un échiquier se trouvait à proximité, à moitié joué. Il avança une pièce, un cavalier, puis murmura « Nous ne faisons pas que réagir. Nous réécrivons les règles. » 2 mois après l'incident qui avait choqué le pays, les répercussions s'étaient fait sentir aux 4 coins de Falcon Crest Airlines. L'enquête fédérale n'était plus une rumeur, elle était en cours. Des agents de la division de surveillance du ministère des Transports étaient postés au siège principal de Falcon Crest à Monwood, examinant les communications internes, interrogeant le personnel et recueillant discrètement des preuves suggérant quelque chose de bien pire qu'une hôtesse de l'air malhonnête. Dans une salle de conférence faiblement éclairée au 8e étage de l'immeuble Falcon Crest, 3 auditeurs fédéraux étaient assis en face du PDG Allen Grigg. Il paraissait fatigué, plus amaigri que lors de la conférence de presse quelques semaines plus tôt. Son ton soigneusement répété vacilla lorsqu'un des agents glissa un email imprimé sur la table. Il datait de près d'1 an et portait pour objet « Ré, incident de Arrows contenir et clôturer ». Le corps du courriel, envoyé par Grigg lui-même, demandait au service RH d'éviter toute escalade, après un rapport affirmant que Vince avait bousculé un passager lors de l'embarquement. Ce n'est pas une violation des règles de sécurité, avait écrit Grigg, c'est un problème de tempérament. Aucune autre mesure n'est nécessaire.
L'auditeur principal, un homme d'une cinquantaine d'années aux cheveux gris acier et au calme inébranlable, s'est simplement penché en arrière et a déclaré « Cela en soi constitue une obstruction ». Grigg n'a pas répondu. Sa main tremblait tandis qu'il attrapait son verre d'eau. À la fin de la semaine, 3 membres du conseil d'administration avaient discrètement démissionné, et Grigg avait reçu un préavis de démission. La presse ne l'a plus jamais revu. Pendant ce temps, à Crowness Hill, en face du siège de la division de l'éthique de l'aviation, Darius était assis dans un modeste bureau, son badge n'étant plus accroché à sa ceinture. Il avait refusé toutes les interviews, tous les contrats d'édition et toutes les apparitions télévisées. Non pas parce qu'il n'avait rien à dire, mais parce que l'histoire ne le concernait pas. Elle ne l'avait jamais été. Il se concentrait sur quelque chose de plus important. Le lancement de Skywarden, une association à but non lucratif dont la mission était de rendre les voyages aériens plus sûrs pour les enfants. Ce nom avait été suggéré par Ezra. Il devrait sonner comme un signe d'espoir, avait dit le jeune agent de bord lors d'un café qu'ils avaient rencontré un après-midi. Ezra venait d'accepter un poste de conseiller junior au département de l'éthique de l'aviation, une recommandation directement imposée par Darius. C'est grâce à toi que cette cabine n'a pas perdu la tête, lui avait dit Darius. Il est temps d'apporter ce même calme là où il est le plus nécessaire. Dans le bureau temporaire de Skywarden, un simple espace de 2 pièces au-dessus d'une bibliothèque municipale, Darius se tenait devant un tableau blanc rempli de diagrammes. Cercles, flèches, acronymes et puces. Au centre, une idée était soulignée 3 fois, la responsabilisation en temps réel. Son plan était ambitieux. Des caméras inviolables, optimisées par l'IA, sur tous les futurs avions de ligne, capables de signaler instantanément les incidents et de les télécharger automatiquement sur le cloud. On va dépasser les excuses, murmura Darius, le marqueur toujours à la main. Avant même qu'il n'essaie de l'enterrer. De l'autre côté de la ville, dans l'aile pédiatrique de l'hôpital général d'Arkandal, Caleb reposait tranquillement dans un berceau. Ses doigts étaient bandés, mais ses yeux brillaient de nouveau. Il répondait bien au traitement et les médecins étaient optimistes. Il y a un retard nerveux au niveau du 3e doigt, expliqua un médecin à Darius lors d'un point matinal. Mais il retrouvera l'usage. Il jouera, il s'agrippera, il construira des choses, comme n'importe quel autre enfant. Quand Darius entra dans la pièce plus tard dans la journée, le visage de Caleb s'illumina. Il applaudit de sa main valide, riant malgré la raideur de son bras. Darius s'accroupit à côté de lui, pressant doucement son front contre celui du garçon. « Tu es plus fort qu'il ne le pense », murmura-t-il. La chaleur de cette petite pièce contrastait fortement avec l'air froid des conférences téléphoniques et des batailles politiques, mais elle rappela à Darius sa raison, sa passion. De retour à Skywarden, tard un soir, le bureau était silencieux. Une pile de papier était intacte, éclairée par la lueur vacillante d'une petite lampe de bureau. Darius se tenait près de la fenêtre, les bras croisés, observant le ciel nocturne. Des avions clignotaient au-dessus de lui, silencieux, lointains, indifférents. Mais il les voyait différemment maintenant. Pas seulement des machines, mais des espaces remplis d'enfants comme Caleb, de gens comme Ezra et de prédateurs comme Vince. Son téléphone vibra, un message d'un assistant du sénateur, « Réunion confirmée jeudi prochain. Ils sont ouverts à une première ébauche de votre proposition. » Darius expira lentement, les yeux toujours rivés sur les étoiles. Le silence s'installa autour de lui, non pesant, mais chargé de sens. Il avait commencé ce voyage comme un oncle protégeant un enfant. Maintenant, il construisait tout un système pour en protéger des milliers d'autres. Ce week-end-là, Darius ramena Caleb chez lui. Le garçon était plus fort maintenant, capable de faire quelques pas hésitants, sa main gauche applaudissant chaque fois que son oncle entrait dans la pièce. Un soir tranquille, ils étaient assis tous les deux sur la véranda, le coucher de soleil projetant un reflet doré sur les toits. Caleb se blottit contre la poitrine de Darius, clignant lentement des yeux, tandis que les avions passaient au-dessus de lui dans la lumière déclinante. Darius leva les yeux, le ciel se reflétant dans ses yeux. Il pensait que marcher sur ta main mettrait fin à l'histoire. Mais ça n'a fait qu'amorcer quelque chose de plus grand. Vince Arrow se tenait immobile au centre de la salle d'audience, les poignets menottés devant lui, son assurance passée laissant place à une posture abattue. Le marteau du juge était tombé quelques secondes plus tôt, scellant son sort,
5 ans de prison fédérale et une interdiction à vie d'exercer toute profession liée au transport ou à l'aide à l'enfance. Le silence régnait dans la salle d'audience, à l'exception du cliquetis des caméras dans la galerie. Darius Miles était assis au deuxième rang, le visage calme mais indéchiffrable. Tandis que Vince était escorté hors de la salle par 2 marshals, une seule caméra capta son expression, un mélange d'incrédulité, de honte et d'effroi discret. Ce n'était pas le visage d'un homme qui avait commis une erreur. C'était celui de quelqu'un qui réalisait enfin que le système derrière lequel il s'était autrefois caché s'était effondré sous ses pieds. À l'extérieur du tribunal, les journalistes se bousculaient pour s'entretenir avec les avocats, les anciens passagers et les experts qui avaient témoigné pendant le procès. L'atmosphère était chargée de commentaires et de spéculations, mais personne ne pouvait nier ce qui s'était passé. La révélation d'une culture de sécurité profondément défaillante chez Falcon Crest Airlines. Le procès avait déclenché quelque chose de bien plus important qu'un verdict de culpabilité. Il avait déclenché une réévaluation nationale du traitement des enfants dans les airs. Dans les semaines qui ont suivi la condamnation, l'indignation est passée de l'indignation à l'action. Skywardan, l'association à but non lucratif lancée discrètement par Darius, est devenue un sujet central dans les milieux de l'aviation. Les grandes compagnies aériennes, soucieuses d'être les prochaines dans le collimateur du public, ont volontairement adopté les premières normes de sécurité de l'organisation. Caméras dissimulées dans les cabines, alerte en temps réel en cas de mauvaise conduite, signalement automatique des incidents. Ce qui semblait autrefois excessif est devenu une politique. Delta Monarch, Silverstream et Aeronova sont devenues les 3 premières compagnies aériennes à signer des accords d'adoption officiels. En un mois, 7 autres ont suivi. Les programmes de formation ont également évolué. Dans les centres de simulation d'équipage, les instructeurs ont commencé à intégrer des modules obligatoires d'empathie, des scénarios axés spécifiquement sur les interactions avec les enfants et les passagers vulnérables. Le personnel navigant, dont beaucoup avaient discrètement soutenu la mission de Darius, a salué les réformes. Pour la première fois, les lanceurs d'alerte se sentaient en sécurité pour s'exprimer, protégés par un soutien public et politique croissant. Mais derrière cette réforme se cachait une pression, une tempête qui montait dans les cabinets juridiques de tout le pays. D'anciens passagers de Falcon Crest, enhardis par le procès et ses révélations, avaient engagé une action collective. Les chefs d'accusation, négligence volontaire, pratiques dangereuses en cabine et manquement à la prise en compte des fautes internes. Certains plaignants avaient des histoires étrangement similaires à celles de Darius. Des bambins heurtés par des chariots, des nourrissons ignorés pendant les turbulences, des plaintes passées sous silence. Et maintenant, avec le cas de Vince comme déclencheur, les vannes s'étaient ouvertes. Dans un studio de télévision élégant niché dans le quartier des médias de la ville, Darius était assis sous la douce chaleur des plafonniers. Le décor était minimaliste, avec des murs sombres, une seule chaise en face de lui et le bourdonnement discret du matériel de diffusion derrière la caméra. L'intervieweur, un homme d'âge moyen au ton posé, était assis en face de lui, un presse-papier à la main. Les caméras tournaient. « Vous êtes resté silencieux jusqu'à présent », dit le présentateur. « Pourquoi parler aujourd'hui ?» Darius croisa les mains sur ses genoux, la lumière illuminant le coin de sa montre. Sa voix était basse mais ferme. Parce qu'il ne s'agissait pas d'un homme marchant sur la main d'un bébé. Il s'agissait de toutes les mains qui la couvraient. De toutes les politiques qui l'autorisaient. De tous les passagers qui pensaient ne pas avoir voix au chapitre. Le présentateur se pencha légèrement en avant. Aviez-vous imaginé que cela irait aussi loin? Il y eut un silence, suffisamment long pour que le public puisse se pencher. Darius regarda droit dans l'objectif, le regard fixe, le ton résolu. « Je ne m'y attendais pas, dit-il. Je l'avais prévu. » Les applaudissements résonnèrent dans la salle de marbre de Crownes Hill comme une vague qui montait lentement, atteignant leur paroxysme lorsque le score final s'afficha sur le tableau numérique, 98-0. Le code de Caleb avait été adopté à l'unanimité. Aucune abstention. Aucune dissidence. Juste une mer de lumière verte et une salle qui savait, pour une fois, que l'histoire avait penché dans la bonne direction. Darius Miles resta d'abord immobile, observant depuis le premier rang de la tribune. Caleb, maintenant âgé de 2 ans et débordant d'énergie, se tenait à ses côtés sur une petite marche en bois, applaudissant des 2 mains, l'une encore légèrement courbée par les dégâts, mais fonctionnelle, expressive et bien vivante. L'instant frappa Darius de plein fouet,
non pas comme un symbole, mais comme une vérité. Son neveu, l'enfant qui avait hurlé de douleur un an plus tôt sur le vol 227, assistait maintenant à une salle remplie d'hommes puissants voter en son nom. Et ils avaient écouté. L'estrade avait été disposée avec une symétrie impeccable. Une longue rangée de sénateurs assis flanquait le podium principal. Derrière eux, un écran géant diffusait en boucle des extraits muets de l'incident. Des photos soigneusement choisies de Darius tenant Caleb dans ses bras, des images du vol, des images de la salle d'audience et des images de l'atterrissage d'urgence. Tout était silencieux. Tout était lourd. Ce n'était pas de la propagande. C'était de la mémoire. Partagée et enregistrée. Le sénateur Marshall, un grand homme aux cheveux blancs, à la voix posée et réputé pour son soutien à l'industrie, prit la parole. Aujourd'hui, commença-t-il, nous honorons la douleur d'un enfant en veillant à ce qu'aucun autre ne souffre en silence. Il se tourna légèrement pour jeter un coup d'œil à Darius et hocha la tête. Et nous rendons hommage à l'homme qui a transformé une tragédie personnelle en un réveil national. Les caméras se tournèrent vers Darius, mais il ne se leva pas, ne fit pas signe de la main. Il baissa simplement les yeux, une main dans le dos de Caleb, le soutenant tandis que le petit garçon continuait d'applaudir, inconscient de la gravité du moment mais ravi par l'énergie qui régnait dans la salle. Une plaque de bronze fut ensuite dévoilée sur le mur latéral. En lettres grasses, gravées d'une écriture nette, on pouvait lire « En l'honneur de chaque enfant qui a volé sans être vu ». Ce vers, ces 6 mots, eurent plus de poids que n'importe quel discours. Ils résonnèrent dans la salle et semblèrent apaiser l'atmosphère. Les journalistes griffonnèrent furieusement. Un photographe prit un cliché discret du profil de Darius, le reflet de la plaque visible sur la vitre derrière lui. Plus tard, lors d'une réception à huis clos, l'un des responsables des transports s'approcha de Darius. « On ne pensait pas que vous y parviendriez », admit l'homme, le sourire crispé et répété. « Ce n'est pas facile de changer les normes fédérales. » Darius le regarda un instant, impassible. « Ce n'était pas facile non plus de voir ses doigts saigner, » dit-il. Le responsable hocha la tête, mal à l'aise, et s'éclipsa. Alors que la cérémonie touchait à sa fin, Caleb s'endormit contre la poitrine de Darius. Le poids de l'enfant, autrefois si fragile et brisé, reposait maintenant paisiblement sur lui. Il ajusta sa prise et commença à sortir de la chambre, saluant poliment ceux qui s'approchaient, mais sans dire un mot. Les caméras tentèrent de les suivre, mais les gardes les retinrent respectueusement. Ce n'était plus pour les médias. Dehors, le crépuscule commençait à tomber sur Crowness Hill. Le dôme doré du bâtiment brillait d'une lumière ambrée, projetant de longues ombres sur la pelouse. Darius monta dans une berline noire qui l'attendait, tenant toujours Caleb contre lui. La voiture démarra en silence. Quand ils atteignirent le toit du siège de Skywarden, la silhouette de la ville s'était adoucie sous le crépuscule. Darius confia Caleb à son parrain, Marcus, un homme calme à l'allure militaire et au regard bienveillant, avant de s'avancer seul jusqu'au bord du toit. Il contempla les bâtiments, les bras croisés, le vent tirant légèrement sur son manteau. De là, il pouvait voir la trajectoire de vol exacte où le vol 227 aurait dû s'approcher. Son esprit dériva, non pas vers le passé, mais vers l'horizon. Car ce n'était pas la fin. Cela ne l'avait jamais été. Une douce tonalité retentit sur son téléphone. Un message d'une source anonyme. Juste une ligne de texte, nouvel incident. Autre compagnie aérienne. Mêmes habitudes. Darius ne parut pas surpris. Il verrouilla simplement son téléphone et le glissa dans sa poche. La nuit n'était pas froide, mais elle était vive. Alerte. Comme si elle écoutait. Derrière lui, Caleb riait avec Marcus, inconscient de ce que son nom venait de changer pour des milliers d'enfants. Darius observa un instant, le regard fixe. Puis, se retournant vers le bord, il expira lentement. Il ne célébrait pas. Il observait. Planifiait. Se préparait pour le prochain combat. Car une vérité lui était devenue limpide à présent. Le pouvoir ne réside pas seulement dans les badges ou les titres, il réside dans la façon dont on choisit d'utiliser l'instant présent sous les yeux du monde entier. Il pensait que personne ne regardait, mais la vérité a été filmée. Si vous défendez la justice, la dignité et la responsabilité, abonnez-vous et rejoignez la chaîne. Ensemble, nous nous élèverons. Avertissement,
L'histoire que vous venez de regarder est une fiction créée pour mettre en lumière les abus et la négligence dans le rôle d'aidant. Son objectif est de sensibiliser, de promouvoir l'empathie et d'encourager la responsabilisation, le respect et la sécurité de tous.